On va commencer. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce matin. Bonjour aux gens en ligne, 4, 5, 6. Bon, parfait. Les gens arrivent, c'est super. Euh, donc, je suis Annie-Pauline Sampasson. Je suis professeure à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Je suis aussi co-directrice du CRIJAD avec Isabelle Archambault, qui est professeure en psychoéducation et qui est aussi co-directrice. Donc, on est deux co-directrices. On essaie de travailler sur des manières plus égalitaires à ce centre de recherche-ci. Malheureusement, Isabelle, elle a un empêchement aujourd'hui, elle ne peut pas être avec nous. Mais je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue. En Wendat, on dirait Kweyaweti, Yihe, donc bienvenue. J'aimerais peut-être prendre juste 2 secondes pour vous faire une reconnaissance territoriale, en fait, nous rappeler qu'on est sur des territoires non cédés. Je reconnais que les territoires, en fait, les personnes gardiennes de ce territoire-là, ce sont les Ganigara. Et donc, peut-être qu'on peut prendre l'opportunité aujourd'hui, on va parler de résistance et penser justement à toute la résistance qui a été faite à travers les générations pour justement, je pense qu'on peut parler, là, il y a une survie. Les peuples autochtones sont encore là, on est encore fort, mais il faut aussi se penser comment on peut s'engager dans une réelle réconciliation, puis apprendre à travailler, puis à avancer ensemble. Donc, je pense que c'est important de se remémorer ça. Oui, on est au CRIJAD. C'est le troisième colloque du CRIJAD dans le cadre de l'ACFAS. On est vraiment, vraiment contents. Aujourd'hui, c'est sur le thème des stratégies individuelles et collectives de résistance et de résilience qui sont mises en place par les groupes minorisés. Donc, on va avoir des présentations qui sont vraiment très, très, très intéressantes et qui vont probablement vous emmener à des endroits où est-ce que vous n'avez pas pensé. Mais je vais vous laisser découvrir le programme toute la journée aujourd'hui. Donc, on vous souhaite la bienvenue à ce troisième CRIJAD-là. Le CRIJAD, peut-être pour vous dire quelques mots, parce qu'en fait, la conférencière d'ouverture, elle va arriver dans à peu près 2 minutes. Elle nous a avisé qu'elle était en retard. J'espère que ce ne sera pas plus tard que ça. Mais pour les gens qui ne connaissent peut-être pas le CRIJAD, c'est un centre de recherche, ça veut dire le centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité. Le nom, c'est un nom qui avait été pensé en fait avec les membres. C'est un centre de recherche qui existe depuis près de 4 ans maintenant. On l'a mis sur pied en faisant des rencontres avec les étudiants, les professeurs de recherche, les professeurs de l'Université de Montréal pour essayer de se donner un espace où on pourrait justement parler autant de stratégie pour aller dans ce qu'on appelle communément l'EDI, mais aussi pour la décolonisation. Donc, bien que pour nous, on reconnaît que les, les stratégies pour la décolonisation et le DI, c'est deux choses tout à fait différentes. Donc, on ne voit pas en fait les stratégies premier peuple et les stratégies EDI comme la même chose du tout, parce que l'un parle d'inclusion, l'autre parle de décolonisation, c'est pas la même chose. On a pensé que c'est important de réfléchir à ces deux stratégies-là ensemble, parce que les deux peuvent se nourrir. Donc, on voit la différence, mais en même temps, on voit le bénéfice de les mettre en dialogue. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au CRIJAD. Et donc, on a 3 axes de recherche au CRIJAD. Il y a plusieurs chercheurs. Il y a une soixantaine de chercheurs. On a des étudiants, on a des professionnels de recherche aussi, ce qui est quand même assez atypique. Peut-être qu'on peut laisser la porte entrouverte. Bonjour Céleste. C'est correct, j'étais en train de parler du CRIJAD, je te laisse la parole dans 2 secondes. Et donc, ce sont nos 3 axes de recherche. Des chercheurs vont travailler sur des stratégies, sur l'oppression et la résistance des populations qui sont touchées par l'EDI et la décolonisation, donc les premiers peuples. On a un axe de recherche sur les pratiques qui sont conductives en fait, à la décolonisation et à l'EDI. Et finalement, on a un axe qui s'intéresse à la méthodologie, aux méthodologies, puis aux réflexions sur comment les personnes chercheuses peuvent s'engager dans ce type de recherche-là et comment ces recherches-là peuvent mener, en fait, à l'empowerment, la libération des personnes, etc. Donc, aujourd'hui, vous voyez que on va toucher probablement à ces 3 axes-là dans les présentations, mais particulièrement, on va s'intéresser encore une fois, je pense, aux méthodologies, comment on peut résister, comment les groupes résistent, essayer de mieux comprendre ça. Voilà, je ne sais pas si on a des partenaires, si on a d'autres chercheurs en ligne ou quoi que ce soit, mais je veux aussi remercier les partenaires du CRIJAD parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 11. Je ne vais pas toutes les nommer, là, mais
Fondation Émergence, la Commission des droits, on a Diversité et Inclusion Montréal, Conseil québécois LGBT, Éducation Enseignement supérieur, on a Réseau des communautés autochtones de Montréal, l'Institut Ashcan. Je vous invite à aller voir sur le site web si vous voulez découvrir. Et si vous faites partie d'organismes, bien évidemment, vous pouvez toujours nous contacter et voir comment on peut continuer à collaborer. Et j'ai oublié ton organisme. Non? Oui, hein? Ça va. Mais en fait, on se retrouve pas dans l'inclusion. C'est ça. Mais bon, donc on est plusieurs organismes. J'avais donc, sans plus tarder, parce qu'on a quand même un programme très, très rempli aujourd'hui, je vais vous présenter la conférencière d'ouverture. C'est Céleste Trianon, qui est fondatrice de la clinique juridique Juritrans. Céleste est une juriste transféminine militante, extraordinairement active dans sa communauté, puis je pense que le mot extraordinairement n'est pas assez fort pour savoir connaître et suivre ses travaux. Elle offre des services pro bono au bénéfice des populations trans, spirituelles, non-binaires qu'elle dessert. Et elle a déjà aidé plus de 1000 personnes à travers plusieurs juridictions avec des changements de nom et de sexe légal. En tant que conférencière et figure publique pour l'activisme trans, mais le droit des personnes trans au Canada. D'ailleurs, elle était ce matin en entrevue, je pense, à Radio-Canada. Pardon? Radio-Canada Winnipeg. Radio-Canada Winnipeg. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, l'activiste, ça ne s'arrête jamais. Et donc, elle répand des connaissances sur les expériences trans du droit, la haine anti-trans, anti-2E, LGBTQ+, et les mouvements sociaux trans dans leur entièreté. Donc, Céleste, tu veux finir ta gorgée de café? On aimerait finir Mon café, ça me prend 20 minutes de plus, puis après, je commence. Quand tu es prête, la parole est à toi. Et puis, on va faire Un livre en caféine. Merci. Je sens que si tu as besoin, on dira. Voilà. Non, c'est beau. Merci beaucoup d'être ici, Céleste. C'est tellement un plaisir. Mes poches, c'est en combien? En même temps, je veux juste vous demander. Tiens. J'ai une question d'ouverture pour vous autres. Est-ce que ça vous est arrivé à quel point dans votre vie, mais surtout récemment, que vous avez voulu faire avancer les choses, faire changement? Est-ce qu'il y a eu des fois où vous avez heurté une injustice tellement fondamentale ou tellement sévère que tu veux juste prendre action puis rien d'autre ne peut t'arrêter? Je pense que c'est une expérience assez commune à nous autres, n'est-ce pas? Et c'est un peu de ça, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui d'aujourd'hui. On vit actuellement dans un monde assez rempli d'injustice. Puis je suis certaine que vous le voyez un peu partout, même dans les nouvelles. Je vous en donner quelques exemples. Que ce soit aux États-Unis, nos voisins au Sud, où est-ce que des personnes migrantes, des communautés migrantes se font littéralement kidnapper dans les rues puis envoyer, trafiquer à des tiers pays, non par des individus, mais par le gouvernement. Des génocides à travers le monde, des guerres, des attaques, toutes sortes d'injustices profondes, fondamentales, auxquelles on prétend que tout va bien, puis tout. Ici, on prétend néanmoins que tout va bien, parce que les choses capotent en crise. Je m'excuse pour mon langage. Est-ce que le monde en ligne peut m'entendre? Oui. OK, parfait. Ouais. Génial. Réussir. Ouais. Mais juste tellement d'injustice ici. Tellement d'injustice. Et c'est là qu'on vit aujourd'hui. Nous vivons dans un monde bien rempli de problèmes. Bien rempli de juste de destruction, de malaise, de malveillance, de mauvaise foi. Tout. Comment est-ce qu'on résiste dans ce monde-ci? Comment est-ce qu'on agit lorsqu'il y a tellement le vent nous frappe de plein de fouet dans la face? Comme la route que j'ai faite à vélo, mais tantôt, mais 10 000 fois plus sévère. Faut se demander, nous sommes nous aujourd'hui quand même, on est quand même rendu à un point qui est bien pire qu'avant, malheureusement. Je suis certaine que vous avez constaté maintenant avec tous les développements qui affectent les communautés marginalisées ici au Québec, ainsi qu'ailleurs dans le monde. Des groupes qui sont
complètement fucké dessus par tout le monde, tu sais. Le bafouement complet du volontarisme, des principes fondamentaux sur lesquels on a reposé durant peut-être les 80 dernières années. D'ailleurs, ça fait 80 ans que Hitler a été tué. Imaginez ça. C'est des grands-parents, des personnes qui sont toujours en vie, qui ont dû vivre à combattre le nazisme. Puis maintenant, on se retrouve à être de retour là. Déprimant, n'est-ce pas? Mais ça aussi, comment est-ce que nous résistons? Je n'ai pas vraiment une réponse complète aux autres. Mais je vais quand même vous parler d'un exemple que j'ai pu faire moi-même, ainsi que juste tout ce que j'ai appris les dernières années à juste être là, à non seulement défendre les droits de la communauté, mais aussi, tu sais, à faire un peu brasser tout. Je ne sais pas à quel point est-ce que vous autres ici, vous êtes familières avec le contexte des personnes trans au Québec. Est-ce que vous êtes familier avec ça ou non? Le contexte, quoi? Le contexte historique des personnes trans au Québec. Je vois des hochements, je vois des oui, je vois des peut-être. Tiens, allons-y un peu plus de retour vers le passé. Et il y avait toute une époque où les personnes trans étaient criminalisées. Je suis sûre que ça, vous le savez. Ça, c'était. Puis la criminalisation des personnes trans, c'était le statu quo pendant très, très longtemps. Depuis que le Québec a été colonisé. Et ça, jusqu'en 1969. Toute une époque où est-ce que juste le fait même d'être ici pourrait te mettre en prison. L'histoire de personnes trans qui se font jeter à Bordeaux, qui se font complètement foutre dessus par un gouvernement qui ne veut rien savoir d'eux. Il y a quand même du monde qui ont pu résister. Des femmes trans, des personnalités qui, à l'époque, performaient dans les bâtisses, qui existent toujours d'ailleurs, telles que le Café Cléopâtre dans le centre-ville. Des personnes qui étaient là pour résister. Des personnes qui étaient là pour commencer à juste essayer à bâtir un meilleur monde. Et même après ça, ce n'est pas tout qui est parfait. Il y a toute l'époque où est-ce que, justement, cette marginalisation allait continuer. Il y avait toute une époque de, je dire, un peu d'humanitarisme hyper médicalisé, que je décrirais vraiment fortement en les années 70 et 2010, liés aux personnes trans, que ce soit de la première légalisation des changements d'invention de sexe, 1968, ou l'abolition de l'exigence de se divorcer pour changer son sexe légal, début des années 2000, ou de finalement avoir ses chirurgies à être assurées par l'État, 2008, mais c'est juste une couverture très, très partielle. Quand même toute une époque. Quand même tout ça. Et c'est dans ce contexte-ci qu'au début des années 2010, lorsque la communauté a vraiment commencé à prendre son effervescence, qu'il y a des initiatives qui se sont bâties. Que ce soit le comité trans de l'époque, le fameux comité qui, éventuellement, je pense, a cessé d'exister tout récemment. Ou comme des groupes qui voulaient juste faire voir des choses. C'est une époque où est-ce que on a eu juste des premières manifs publiques, les premières instances de lobby, les premières étapes. Et c'est suite à ça que, en 2013, avec la force de la communauté, avec la force de certaines personnes dans la salle, telles que toi, Annie, qu'on a réussi que la communauté a réussi à faire avancer les choses en commun. Entre autres, à abolir les échanges chirurgicaux pour changer de mention de sexe légal. Mais ce n'est pas tout. Même après ça, il y a quand même du monde qui se trouvait dans la rue. Il y a quand même des personnes trans qui se trouvaient destinées à être congédiées dans leur job, puis tout. Et c'est là que il y a eu la création d'une première clinique trans par Sam Singer depuis devenu professeur en droit à l'Université d'Ottawa. C'est une petite initiative à l'époque. C'est une petite clinique juridique qui est surtout opérée à travers d'autres organismes qui offraient un petit coup de main pour les personnes trans qui ont besoin de soit changer leur papier ou
juste à savoir plus sur les cas de stigmation. Mais ça, c'est malheureusement, l'initiative n'a pas duré très longtemps, à mon avis. Ça permet en 2018. Depuis ça, la communauté s'est trouvée juste pris. Elle n'a plus rien. Il y avait également, finalement, la légalisation du changement de la mention de sexe en 2015, la codification de l'identité de genre, l'expression de genre en tant que motif protégé en 2016, et même de permettre aux jeunes trans de pouvoir avoir une pièce d'identité en 2016 aussi. Mais c'est toute une époque. Tout le monde se retrouvait néanmoins comme à se faire foutre dessus. Puis, je dois dire, c'est aussi une époque où est-ce que on parlait tellement souvent de juste Paris pour, mais c'était pas vraiment du Paris pour. T'avais du monde qui se trouvait, du monde allié qui voulait néanmoins bien faire, mais en même temps, est-ce que ça fait la différence? Non. Et c'est à partir de ça que, et c'est un peu à partir de ça que je suis trans d'ailleurs, aimé. Maintenant que je suis dans le vif du sujet. Désolée pour la grande introduction. Contexte. PL2, 2021. On a gagné en cours. On a réussi à faire déclarer invalides les exigences législatives à ce que les personnes trans soient citoyennes canadiennes pour changer leur nom ou leur mention de sexe au Québec. On a réussi à demander que la non-minorité soit légalisée. Et ça prend les tribunaux genre pour valider notre identité. Calice. Puis le gouvernement décide justement que on va écouter la PDF Québec plutôt que la communauté. On va écouter aux transphobes. On va faire semblant que tout est beau parce que, tiens, on les finance. On va prétendre qu'on les écoute. On va imposer Géorgie pour les changements d'invention de sexe. Ça a bien brassé. Ça a bien brassé, puis le monde était bien fâché. Puis on a réussi à adopter le gouvernement. En l'espace de 3 semaines, on a réussi à un peu les intimider à reculer sur ces changements. Un bon succès. Puis finalement, l'année d'après, en 2022, la mention sexe X a été légalisée. Finalement, le Québec est derrière la dernière province canadienne à légaliser la non-minorité. Imagine ça. Dernière. Mais rien n'a changé. Je dis de manière très honnête, rien n'a changé avec ça parce que personne ne le faisait. Parce qu'il n'y avait personne pour faire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui est là pour aider la communauté. Il n'y a personne pour agir. Donc, moi qui à l'époque travaillais dans un centre communautaire de centre de démocratie des genres, je me suis dit, tiens, ça prendrait peut-être quelque chose. Donc, taper quelques posts rapidement sur Internet. Tiens, on va faire une petite ligne juridique pour aider les personnes trans à avoir une mention de sexe fixe. C'était inspiré par l'ancienne ligne juridique trans qui existait à l'époque, mais c'était quand même une initiative indépendante que j'ai essayé de mettre en place rapido presto. À l'époque, je n'avais aucune expérience. C'était supposé durer 1 semaine, cette initiative-ci. Ça a duré 3 ans, 3 ans à l'Oscar. Et en cette première semaine, après que la mention sexe ait été légalisée, j'étais juste en train de faire des changements. J'ai prévu 1 semaine complète de chaque là pour offrir du service. Je n'ai pas prévu qu'il allait y avoir autant de monde que ça. On a eu 150 demandes en 1 semaine. Et c'est ça qui m'a un peu fait apprendre à quel point c'est important ce que les communautés soient impliquées. Et c'est là que j'ai commencé à un peu plus m'impliquer dans la défense des droits. Parce que, tu sais, à quoi sert une modification législative? À quoi sert revendiquer si ça n'a aucun bénéfice pour la communauté au final? Ça ne fait aucune différence pour la communauté. Donc, ça a commencé par là. Puis bâtir un organisme, puis dire, éventuellement, c'est devenu une idée pour dans ma tête. Tiens, peut-être de Paris pour, on devrait garder ça. On devrait bâtir quelque chose de plus large. Ça, est-ce que ça a été quelque chose de facile? Non, pas pantoute. Je vais vous dire quelque chose de très honnête. N'incorporez pas un organisme sauf si vous êtes absolument certain que vous en avez besoin parce que c'est bien trop difficile.
Je sais que je suis en train de blaguer un petit peu, mais pour le vrai, je suis comme. Je suis pas la meilleure gérante d'organisme. Mais en même temps, depuis ça, on a réussi à bâtir un nouveau projet d'une envergure bien plus large que j'aurais prévu. En premier, mon initiative, c'était une petite clinique en présentiel à Montréal. La semaine d'après, j'étais à Québec pour la première fois pour faire ça, pour faire les demandes de changement. La chose qui m'a fait réaliser ça, c'était qu'on avait eu du monde qui avait fait du char à Saguenay pour venir à Montréal pour faire leur papier. Ça fait pas de bon sens, n'est-ce pas? C'est ça. Ça a commencé avec ça. Puis éventuellement, les premières demandes de subvention. D'avoir constamment rendu compte au bureau d'autonomie, la transfert. Alors, constamment faire toute cette paperasserie. Pas facile, n'est-ce pas? Mais ça aussi. Des nouveaux projets, tels qu'une juridique virtuelle, tels que même des kiosques à Fierté-Montréal. À l'époque où est-ce qu'on ne savait pas que Fierté-Montréal allait brutaliser les queers à son propre défi. Toute une autre époque, n'est-ce pas? Guide pour les personnes trans représentées, accompagnement de risque, puis même éventuellement un programme de stage. C'est là que c'est ça, bâtir un organisme. C'est pas facile. Mais sur ça aussi, comment est-ce qu'on crée le parcours? Comment est-ce qu'on va là? Dire. En termes de stratégie pour faire le parcours, je dois l'admettre, il y a des enjeux d'accès. Il y a des enjeux d'accès énormes à ce que les personnes trans soient même capables de nous entraider. Et je dire, ultimement, le parcours, c'est d'entraide. Et les moyens demeurent limités. On est en ce moment quand même dans un point, c'est, je dirais, chanceux en ce qu'on a de plus en plus des personnes trans qui réussissent à entrer dans les professions, qui réussissent à commencer des études supérieures dans les domaines autrement limités, tels que le social, le droit, peut-être un petit peu la médecine, ça commence. Puis, avec ça, il faut se demander, comment est-ce qu'on ramène ce monde dans la communauté? Ultimement, ça, c'est empower les prestataires de services, leur donner des moyens. Ça, je dirais que presque toutes les organismes communautaires sont capables de faire ça. Ça prend justement à impliquer des personnes difficiles, de trouver du monde comme ça. Tu commences. Puis tu vas faire des fautes, c'est sûr. Mais après, mais éventuellement, tu vas réussir. Puis je vais te dire, la plupart des personnes que j'ai travaillé avec sont bien plus à l'aise avec une personne trans qui fait parfois des petites fautes qu'une personne cisgenre qui ne respecte pas leur dignité. Ça, c'est une grosse différence. Puis on peut commencer avec ça. Comment est-ce qu'on les empower? Premièrement, pas juste en les formant sur la matière, mais aussi en leur formant sur leur bien-être. En formant sur tout le bien-être de la communauté, à penser à leurs besoins et à centrer ces besoins-ci et non seulement l'expérience professionnelle, mais également l'expérience vécue. De mettre tout ça d'avant pour pouvoir, je sais, tiens, c'est important. Puis aussi, ultimement, d'aller dans un but de empower les utilisatrices de services. Ça, je pense pas qu'on en jase assez dans le communautaire. Comment est-ce qu'on on a fait tellement souvent que les organismes, les entités qui vont prétendre d'être comme des parents bénévoles, qui veulent, qui veulent comme aider, mais qui veulent plutôt juste comme dire, tiens, la réponse, je dirais par exemple, la réponse à 2 plus 2, c'est 4, mais on va pas t'expliquer pourquoi. Cette logique-ci, il faut qu'on l'abandonne. Puis comment est-ce qu'on fait ça? C'est en commençant quelque part, c'est en mettant en avant c'est en faisant apprendre, c'est en faisant enseigner le droit, par exemple, dans mon cas, ou peut-être comme, ou juste toutes les autres choses qui sont nécessaires à ce que la communauté soit capable de revendiquer pour elle-même. Que ce soit avec des guides de représentation, que ce soit avec d'autres moyens comme ça, ou même juste des ateliers, des séances, des séances d'explication. Ça, c'est un bon départ. Puis l'empowerment, ça commence avec ça, en bâtissant la capacité dans la communauté à bâtir nos résiliences,
à travers nous-mêmes, pas en faisant semblant qu'on peut toujours dépendre les autres, mais vraiment en faisant ça à ce que nous pouvons dépendre d'entre nous. On peut commencer avec ça. Et ça, je dis, c'est quelque chose que j'ai pu pousser dans les dernières années, à Jour Trans. Entre autres, en donnant des ateliers, non seulement comme des services, mais vraiment des ateliers pour enseigner le monde sur les choses, que ce soit sur les fondements de la démocratie canadienne, la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise, même juste le processus électoral, des teach-ins, des initiatives comme ça. Le, le départ, c'est là. Puis je dis, ça peut sembler un peu cheeky en famille, mais pourquoi pas? Pourquoi pas commencer non en prétendant d'être mieux, mais vraiment être là pour être là en tant qu'égal pour la communauté. Ça a commencé en disant qu'on va se rendre. Puis également, il ne faut pas oublier l'idée de ce qu'on s'en éclairer non plus. Il ne faut pas oublier ces principes d'autodétermination, de consent éclairé chez la communauté et d'en parler avec, de faire en sorte que le monde soit capable de faire des décisions pour eux-mêmes, ne pas faire des décisions pour du monde, de s'assurer que justement la communauté, qu'on est là, s'assurer qu'on est là pour expliquer, certes, présenter, mais pas juste faire semblant de donner la réponse puis juste leur laisser faire. Donner un exemple concret, avec des demandes de changement de nom, je leur explique comment ce processus fonctionne, mais je ne vais jamais décider de nom à quelqu'un. Je ne vais jamais leur dire que veux-tu, puis tout. Alors, essayer de leur faire réfléchir un peu, mais je ne vais jamais remplir un formulaire pour quelqu'un. Puis ça, c'est remettre le contrôle dans les personnes concernées. C'est leur redonner des moyens. Puis ça, c'est essentiel pour qu'on ait une communauté qui va non seulement pour bénéficier de services, mais vraiment pouvoir s'auto-apprendre, puis aussi s'auto-prendre en charge tout. Ça commence par ça. Et je dis, nous sommes aujourd'hui dans une époque quand même pas facile pour la communauté. Que ce soit la destruction de l'humanitarisme, ou un mouvement des droits de plus en plus vociféreux, on commence vraiment à vivre dans une époque où est-ce que le self-empowerment, puis le principe même d'écouter aux personnes concernées, de leur écouter, de leur donner un coup de main, on commence à abandonner ça, on commence à juste jeter ça au requin, mais en même temps, c'est l'approche à prendre en charge. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas? Il faut qu'on écoute. Il ne faut pas qu'on fasse semblant d'être un comité de sages, en guillemets, qui va juste comme écouter, certes, mais qui va juste entendre, en guillemets, sans écouter. Il faut commencer par ça. Écouter, prendre en compte, puis aussi être là, être présente. Et c'est ça, j'ai dit. C'est comme ça que je trans a réussi à se bâtir. Puis je sais, peut-être pas toucher trop sur ça, mais c'est comme ça qu'on peut commencer. C'est comme ça, en écoutant, qu'on réussit. J'aimerais maintenant vous parler d'un cas sur lequel je travaille précisément pour vous donner un petit exemple de comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ça. En ce moment, il y a des poursuites au Québec, comme ailleurs au Canada, puis ailleurs au monde, des poursuites menées par des acteurs anti-trans dans une tentative de détruire les droits des personnes trans au Québec, dans une tentative de faire promouvoir, par exemple, la liberté religieuse, en guillemets, ou la liberté d'expression, entre guillemets, au cause du bien-être de la communauté. Puis vous penserez que ça, ce sont souvent des cas où est-ce qu'il n'y a personne dans la communauté qui est inquiet, sont trop souvent juste des cas qui s'apparentent de manière trop similaire comme au cas For Women's Scotland ou comme des cas similaires où est-ce que les personnes trans ne se font pas entendre ni écouter, puis on va juste jeter la revue à la porte. Donc, on a eu une poursuite récente au Québec qui a été intentée il y avait 1 an et demi, où est-ce une professeure anti-trans à une école secondaire ici à Montréal a déposé une poursuite contre le gouvernement pour faire invalider les directives, du gouvernement à ce que les jeunes trans ne devraient pas se faire mégenrer à l'école.
J'ai lu ça dans les nouvelles. J'ai lu ça dans le voir. Personne d'autre n'était impliqué dans ça. Et c'est juste le gouvernement, puis l'école, puis les transphobes. Il n'y a personne dans la communauté qui faisait quelque que ce soit. C'est acceptable, n'est-ce pas? Donc, avec ça, j'ai parlé à du monde dans la communauté. Je me demandais, tiens, c'est acceptable, que faisons-nous, puis tout. Puis, ultimement, Jules France a déposé une demande d'intervention dans ce dossier-ci. Donc, une demande d'intervention pour forcer les tribunaux à nous entendre et à entendre la voix des communautés en réponse à ces trans, en réponse à ces groupements trans. La demande d'intervention a été approuvée, récemment. Donc, ça veut dire que le procès s'en vient, néanmoins. Mais maintenant qu'on a franchi la porte, on commence à chercher du monde dans la communauté. Soit des parents d'enfants trans, des professeurs travaillant avec les jeunes trans, ou même juste des jeunes eux-mêmes, des jeunes au secondaire. Ça peut paraître un peu choquant en premier d'amener les jeunes de 15, 16, 17 ans à témoigner eux-mêmes au tribunal, à parler eux-mêmes de leur réalité, juge qui ne connaît rien. Mais, tu sais, en ce cas-ci, c'est pourquoi tu as un organisme pour t'accompagner. C'est pour qu'on puisse t'empower, pour que tu sois capable de pouvoir faire une telle intervention, puis pas avoir peur de ça, puis de pouvoir justement répondre. Puis non seulement être là pour toi-même, en tant que tes droits, mais pour la communauté en son entièreté. Donc, on commence avec ça. Puis on risque d'avoir quand même un bon 5-6 jeunes au minimum qui vont être impliqués. On a également déjà un jeune qui est présentement au secondaire, qui est directement impliqué dans le dossier. Et ce n'est pas un mandat qu'on a fait seul. J'ai décidé sinon qu'on va avoir au moins un jeune qui va être directement à son nom personnel dans le dossier. Dans le dossier pour parler des personnes trans, pour parler de sa propre réalité. Puis ça, avec ça, d'avoir un organisme qui est capable de les empower, d'avoir ça, ça fait une grosse différence. Mais ultimement, c'est de reprendre le destin de la communauté dans ses propres mains. C'est pour mettre ça d'avant. Vraiment, juste mettre d'avant le principe de self-empowerment en premier pour qu'on ne soit plus jamais ignorant. Donc, tiens, on commence avec ça. Ça, c'est le communautaire, c'est sûr. Mais ce n'est pas juste la seule manière que notre communauté peut peut être résiliente. Je suis désolée, en ce moment, ma tête ne fonctionne un peu pas. Mais, tiens, je pense que je suis complètement cooked après plusieurs journées de conférences dessus. Mais sur ça aussi, je veux juste te dire que les méthodes de résilience ne se limitent pas juste aux communautaires puis aux anti-juridiques formels. Ça va donner un autre exemple qui n'a aucun rapport avec le travail que je fais. Est-ce que vous autres, vous connaissez le réseau d'autodéfense féministe? C'est un collectif qui existe depuis un bout ici à Montréal, qui offre des cours d'autodéfense aux femmes, aux personnes transnominaires, bisexuelles, etc. Donc, qui offre des cours comme ça, et puis ils ont même des cours spécifiques aux personnes à diversité de genre pour apprendre aux personnes trans comment se défendre, comment se protéger d'agresseurs, comment être juste là pour pas juste être là, mais être capable de se protéger. Je sais que ça n'a aucun rapport avec l'autodéfense juridique, mais tiens, ça, c'est du self-empowerment. Également, on parlait de sphère radicale, organisation radicale. Tiens, comme le Pink Bloc, d'autres initiatives comme ça, les comités d'organisation des manifs ici, plein. Ça commence par là. Puis même juste d'autres initiatives comme ça, même juste des petits groupes amis où est-ce qu'il y a du monde qui cuisinent ensemble, qui s'entre-enseignent, des choses comme ça. Souvent, la résidence commence par ses portes informelles. Puis je ne veux pas qu'on fasse semblant que la résidence doit commencer par les organismes communautaires, par les moins formels comme ça, parce que, ultimement, ça revient à ce que la communauté soit capable de s'auto-émanciper. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Honnêtement, je vais dire, c'est ouvert. Lorsque je dis c'est ouvert, c'est qu'il y a tellement de possibilités de bâtir les sciences qu'ultimement, je pense que n'importe quelle personne ici dans la salle, peu importe votre skill set, peu importe vos connaissances, etc., vous êtes capable de bâtir ça
avec vos communautés, avec les personnes que vous desservez ou que vous travaillez avec. Ça commence en faisant en sorte à ce que nos communautés soient capables de se protéger et capables de vivre dans un monde qui est hostile à eux autres. Comment ça se Tiens, pour conclure un petit peu, puis après, je vais prendre des questions de vous autres parce que je pense que je réponds mieux aux questions générales plutôt que de présenter. On vit en ce moment, ouais, on vit en ce moment dans une époque où est-ce que bâtir les résiliences et se défendre n'est non plus comme, n'est plus juste une option ou quelque chose de recommandé, mais vraiment une nécessité. En ce moment, je suis certaine que vous connaissez les projets de loi anti-trans qui passent en Alberta, en Saskatchewan, etc. Mais là, je veux dire, il y a des jeunes trans, il y a des jeunes qui souvent comme viennent de commencer leur puberté ou même avant ça, qui se trouvent à leur assemblée législative à parler de leurs droits, à parler de leur bien-être. Également pour les provinces plus transaffirmatives telles que Manitoba, en ce moment-là, ils sont en train de passer un projet de loi pour acheter l'expression de genre en tant que motif protégé. Là aussi, il y a des personnes trans qui vont là, eux-mêmes, pour défendre leurs droits, pour aller témoigner pour eux-mêmes. Ça commence avec ça. Puis je veux dire, la résilience, parfois, ça peut se manifester en parlant publiquement comme ça. L'autre fois, c'est aussi juste scary pour ces personnes qui vont aller d'avant. Ça peut commencer avec ça. Je sais que ça peut sembler très théorique, mais même juste savoir, tiens, une personne qui est là pour cuisiner un repas après, ça fait toute la différence. Et moi, j'ai dire personnellement, je n'ai pas pu bénéficier autant de ça, notamment créer un organisme presque toute seule, mais en même temps, lorsqu'il y a du monde qui sont là, ensemble, on va réussir à s'en sortir. Je sais que vous connaissez aussi le fameux proverbe, ça prend un village pour élever un enfant. Ben, ça prend aussi un village, ça prend pas un village nécessairement, mais plutôt une communauté pour bâtir une communauté. OK, je prends les questions maintenant. Vous avez même comme décidé vous-même l'initiative qui manifeste la résilience. N'hésitez pas à les partager. J'aimerais écouter qu'est-ce que vous avez en tant qu'initiative de résilience, puis comment est-ce qu'on peut ensemble bâtir des communautés plus fortes ensemble.